technicien émérite. Bon, moi je ne sais pas utiliser autre chose que la pierre à briquet, quoi. Bon, Marie-Jo, donc présidente de l'Association républicaine des anciens combattants et victime de la guerre. Et le mot victime de la guerre, en plus des anciens combattants, nous verrons que c'est très important. Bon, alors Marie-Jo. Merci. Bon, je tiens à remercier toute l'assistance, parce que c'est vraiment sympa d'être venus aussi nombreux. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, et puis surtout pour Michel qui se dévoue énormément. Alors je voudrais tout de suite vous présenter les excuses de Madame Sibel et de Jacques Plot, qui sont partis tous les deux à l'enterrement de Madame André Urf, grande résistante, et cet enterrement avait lieu à 2h15 à Malmove, donc c'est un peu difficile de faire tout, quoi. Donc malheureusement nous ne les aurons pas avec nous, mais nous avons la chance d'avoir d'autres personnes qui les remplaceront très très bien. Bon, écoute Michel, à toi la relève. Oui, d'abord moi je dois remercier le docteur Salle, président de l'association des anciens combattants de Seillac, et Pierre Franchère, député européen honoraire, qui m'ont dit qu'ils auraient été bien heureux de venir participer à cette évocation, et donc ils sont tous les deux aux obsèques de la grande résistance André Urf à Malmö. Donc j'ai le micro et je vais en profiter un peu en racontant d'abord un peu ma vie. Comment j'ai rencontré le déserteur et le brigadier. Alors voilà, j'étais en bonne relation avec ceux que les Seillacois connaissent encore, qui était Chaloux. Chaloux était un militaire de carrière qui travaillait un peu au collège. Et bon, on bavardait beaucoup tous les deux. Et c'est lui qui m'a expliqué que un de ses parents, disons du côté de sa mère, d'Ébury, il n'arrivait pas à savoir s'il était mort. Là. Et donc vers les années 2000. Donc là, on s'est posé des questions, j'ai cherché l'un côté de l'autre, et j'ai eu la chance d'avoir affaire à Gilles Kensi, qui m'a dit on va essayer de trouver la solution de cette énigme. Et effectivement, on a fini par la trouver. Alors peut-être qu'il serait bon que je vous parle d'abord de 1917. 1917, pour nous, pour les Corésiens, eh bien c'est lié à Nivelles que nos amis tullistes étaient très heureux de considérer que c'était un tulliste. Il était né à Tulle. Lui s'en rappelait pas, mais les tullistes s'en rappelaient. Alors, donc, Nivelles, c'était pour Joffre, Foch et Clémenceau, c'était le vainqueur de Verdun. Et il est resté jusqu'au lendemain, le vainqueur de Verdun, jusqu'au lendemain de l'affaire du chemin des Dames, où il avait décidé d'attaquer en masse avec tous les moyens disponibles pour emporter le front en 2 ou 3 jours. Tout allait marcher bien, et ça a marché, bien sûr, un peu moins bien. Côté anecdote, disons qu'il avait inclus dans les troupes qui attaquaient au moment du chemin des Dames, il avait inclus une partie du contingent russe, une partie des 5 brigades de 10 000 hommes chacun, que le pouvoir Painlevé avait réussi à négocier avec l'empereur Nicolas II, et il devait même venir jusqu'à 1 500 000 Russes en échange de fusils qui auraient permis d'armer les troupes russes qui n'avaient pas d'armement pour continuer à tenir le front de l'Est.
Alors, donc, il a été considéré comme le vainqueur de Verdun jusqu'à ce moment-là, et après que dans, disons, les troupes qui avaient subi d'énormes pertes, eh bien, apparaissent la chanson de Craonne. La chanson de Craonne, qui est interdite d'ailleurs, il est interdit de la chanter, et la chanson de Craonne disait en particulier que nous sommes tous des sacrifiés, nous sommes des, oui, nous sommes, disons, oui, des sacrifiés. Voilà. Alors donc, notre Nivelle, une fois qu'il a été considéré comme défaillant, eh bien, les soldats en particulier, on leur a expliqué que le vrai vainqueur de Verdun, c'était le maréchal Pétain. Et donc, à partir de ce moment-là, Nivelle, le tulliste, n'était plus le héros, disons, sans tâche, mais ils ont continué quand même à le considérer comme quelqu'un de premier plan. Mais seulement Nivelle, il a fini par être victime un peu de ses erreurs, disons, ces erreurs qu'il ne considérait pas forcément comme des erreurs, lui, puisque lui, le matériel humain n'avait pratiquement pas de prix, quoi. Il fallait l'utiliser, puis c'était tout, quoi. Et alors donc, parmi les 4 généraux en chef qui étaient en fonction, eh bien, il n'y en a eu que 3 qui ont été nommés maréchaux. Il y a eu Joffre, Foch et Pétain. Donc, Nivelle a passé à côté, et on s'en est pas trop mal tiré quand même, parce qu'il est mort dans son lit, tranquillement. Il a eu droit à des funérailles nationales, de même que Joffre. Et notre cofondateur de la RAC, Henri Barbus, disait que l'hommage rendu à Joffre était une injure pour tous les morts de la guerre. Alors donc voilà où nous en sommes en 1917. Revenons un peu sur, disons, la participation des brigades russes à l'offensive et au désastre du chemin des Dames. Les troupes russes avaient appris qu'en février, le tsar Nicolas avait été blackboulé, on l'avait éliminé, et que le soviet de Petrograd, à ce moment-là, avait pris un décret comme quoi il fallait partout créer des comités de soldats et des comités d'ouvriers, et pour participer néanmoins à l'attaque du chemin des Dames, une des brigades s'est réunie et a décidé à une faible majorité de participer au combat, à condition qu'après ces combats, ils soient rapatriés en Russie, ce qui n'a pas été le cas. Bon, alors là, en cette époque 1917, eh bien, c'est l'époque où il y a il y a des mutineries, il y a des mouvements divers, mais il y a aussi de nombreux déserteurs. Et j'ai relevé et affiché, vous pourrez le voir là, dans le Corrézien, qui était un quotidien de l'époque, le Corrézien républicain, une bonne partie des déserteurs qui avaient été arrêtés en Corrèze. Là. Alors il y a toutes les réactions diverses, là, ici, vis-à-vis de ces déserteurs. Là, en particulier, je me mélange les pinceaux, ça ne fait rien. Oui, alors donc, il y a tout un tas d'appréciations.
Par exemple, j'en ai noté une qui dénotait bien le climat de l'époque. C'est à Cambresol, dans les Déserteurs, dans l'édition du 22 janvier 1917, Cambresol, Estrade Jean, soldat de la classe 17 appartenant au 7e régiment d'infanterie, porté manquant aux appels depuis le 24 novembre 1916, était recherché. Son père a déclaré ces jours derniers qu'il se serait réfugié en Espagne, où il travaille dans une usine métallurgique, et d'où il écrit. Le malheureux père a déclaré qu'il aimerait mieux savoir son fils mort que déserteur et qu'il ferait son possible pour découvrir le lieu exact de son refuge afin d'aller le chercher et de le faire revenir à son poste. C'est une réaction qui dénote, disons, le climat quand même, qui fait que la désertion n'était pas bénie forcément même quelquefois de la troupe en particulier, parce que les gars disaient, bon mais si ceux-là sont morts, c'est nous qui allons payer quoi, à leur place. Quoi. Et puis, mais il y en a beaucoup où on ne fait pas de commentaires, on n'a aucun commentaire sur la façon dont ces déserteurs sont arrêtés. Mais enfin, il y en a une belle flopée, vous pourrez le voir là-bas dans ce que j'ai affiché. Et je l'ai encore là, ici. Alors, autre chose, toujours sur l'état d'esprit de cette époque. En particulier, j'ai ici une page, je pense que c'est une page d'un manuel d'histoire Istra qui doit dater sans doute des années 1950 encore. Alors la façon dont il raconte la guerre de 14 est assez spécifique, quoi. Bon, il raconte les faits, en particulier la retraite, c'était pas un sauve qui peut, alors que c'était pas brillant si on se réfère au... Et bien sûr que Joffre avait sauvé la France en peu de jours et que les Allemands reculaient de 400 km. L'invasion était arrêtée, la France était sauvée. C'était la victoire de la Marne. Alors donc, ensuite, on parle de Clémenceau. Clémenceau fut chargé de gouverner la France. C'était un énergique vieillard de 76 ans. Ce patriote républicain parut le seul capable de mener la lutte. Je fais la guerre, dit-il en prenant le pouvoir. Les traîtres sont punis de mort. Les défaitistes sont emprisonnés. Au jour de la victoire, les assemblées proclament que Georges Clémenceau a bien mérité de la patrie, puisqu'il a prolongé la guerre au moins d'1 an, quoi, à partir de où. Parce qu'il expliquait que finalement les sacrifices qui avaient été faits jusqu'ici méritaient quand même d'être récompensés, il fallait aller jusqu'au bout. Alors, arrivons à notre déserteur. Notre déserteur, eh bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé. À partir de, voilà, ici, voilà, à partir de certains articles qui ont été publiés en 1917, le mois de mai 1917, alors je pense qu'il vaut mieux que je vous en donne connaissance. Hein. Bon, le titre d'abord. Le premier titre concerne le vendredi 26 janvier. Céliac, déserteur arrêté. La gendarmerie de Céliac a arrêté et conduit à Tulle, devant les autorités compétentes, le soldat déserteur Jarige. Nous croyons savoir qu'il aurait fait rébellion au moment de son arrestation. Donc, le Corrézien du 10 mai 1917. Un déserteur blesse grièvement un gendarme. Un déserteur nommé Jarige du village de Vernéjoux, commune de Chamboulive, lequel est déjà un récidiviste du genre, s'est enfui de son poste au front avec armes et munitions. Il s'est enfermé chez lui. Les gendarmes étant venus pour l'arrêter, il a fait contre-usage de ses armes, déchargeant presque à bout portant son fusil sur le brigadier qui a eu la jambe brisée.
On l'a transporté à l'hôpital de Tulle, où l'on va procéder à l'amputation du membre blessé. Les détails manquent, nous le ferons connaître ultérieurement. Et donc, il y a un commentaire. On se demande ici si ce déserteur n'est pas atteint d'un dérangement cérébral que produit l'enfer de la bataille. Car s'il lui reste une lueur de raison, il doit bien comprendre qu'il n'échappera pas longtemps au châtiment qui l'attend. Le colonel, commandant d'armes et le commandant de gendarmerie sont partis sur les lieux. La troupe y est depuis hier. Le lendemain, le 11 mai 1917, le Corrézien s'est sans doute renseigné et sous le titre encore « Le déserteur meurtrier ». Ainsi que nous l'annoncions hier, les soldats envoyés pour prêter main forte à la gendarmerie cernèrent la maison où s'était enfermé à Vernéjoux, commune de Chamboulive, le déserteur Jarige, qui avait tiré sur le brigadier Dutheil. Vers 10 heures hier, il sortit brusquement de la maison et se précipita, baïonnette au canon, sur la troupe pour essayer de franchir le cercle et se sauver dans un bois. Mais un soldat tira sur lui, il fut blessé au bras et on put alors s'emparer de lui. Il a été aussitôt conduit à l'hôpital de Tulle, où il est bien gardé en attendant d'être à Limoges. Le déserteur Jarige est le même qui avait déserté il y a 2 ou 3 mois. Il avait été arrêté au même endroit à Vernéjoux, dans sa grange, par le même brigadier qui vient d'être sa victime. Au moment de sa première arrestation, il était armé d'un revolver et d'une fourche dont il menaçait les gendarmes. Mais le brave brigadier Dutheil fut assez heureux pour le saisir avant qu'il eût pu faire usage de ses armes. Jarige fut envoyé au front, d'où il venait s'échapper encore cette fois armé d'un fusil de guerre et de cartouches. Quand le brigadier, après avoir ouvert la porte du local où le déserteur s'était enfermé, se précipita à l'intérieur pour le prendre, le forcené, caché derrière la porte, lui tira un coup de fusil à bout portant, lui brisa la jambe, ainsi que nous l'avons dit. Le malheureux brigadier Dutheil, transporté à l'hôpital de Tulle, y a subi l'amputation. Malheureusement, une hémorragie s'est produite, il est mort ce matin. C'est une victime du devoir, comme il y en a beaucoup dans l'arme de la gendarmerie. Nous vous proposons dans un prochain article de rendre un juste hommage aux gendarmes, etc. Alors donc, voilà la façon dont on a traité journalistiquement cet acte de désespoir. Alors là, à partir de ce moment-là, on a surtout, bon, ce qui est normal, rendu hommage au brigadier de gendarmerie Dutheil, disons, qui est mort en service commandé. C'était tout à fait normal. Et on l'a honoré, on lui a rendu hommage en particulier en apposant d'abord une plaque sur l'ancienne gendarmerie. C'est le 21 juin 1921. Alors donc il y a eu le rassemblement des anciens combattants, des mutilés de guerre, et on a cité tout ça, ce qui se passait, ce qui était passé. On a cité les faits et on a cité le courage, la détermination du brigadier, et puis on n'a pas dit grand-chose sur le déserteur qualifié de meurtrier. Et ce déserteur qualifié de meurtrier, il a disparu un peu de la circulation. On en a encore parlé lorsqu'on a inauguré la dernière caserne de gendarmerie qui a porté le nom de Dutheil. Là, c'était en juin 1971, donc il n'y a pas très longtemps. Et le commandant Alain Mijon, qui a fait qui a rendu hommage encore une fois au brigadier, a précisé qu'en ce qui concernait le criminel, dis donc, eh bien, on ne savait pas, l'histoire ne disait pas ce qu'il était devenu.
Alors c'est pour ça que là, avec Gilles, on a pu savoir ce qu'il était devenu. Alors, rappelons quand même que la gendarmerie nationale appréhenda quelques 66 678 déserteurs, entre 14 et 18, dans le cadre de sa mission de police militaire à l'intérieur du territoire. Louis Jarriche figurait dans le lot. Donc, elle captura également durant cette période quelques 16 204 insoumis. Alors revenons aux déserteurs dits meurtriers. Il faisait partie du 10e bataillon de chasseurs à pied et il avait fait toutes les campagnes de ce régiment. Il avait fait l'Alsace, il avait fait la Champagne et les Flandres. Ensuite, il avait fait l'Artois, Verdun et la Champagne. Et notre Corrézien donc avait rejoint sa nouvelle affectation précisément en pleine offensive contre la butte du Ménil dans la Marne. L'ennemi avait aménagé une position naturelle en forteresse très difficile à conquérir et toutes les offensives échouèrent lamentablement. Alors on pense que n'en pouvant plus probablement, Jarriche faussa compagnie à ses camarades le 3 janvier 1917. Depuis donc une huitaine de jours, le 10e BCP se trouvait au repos à l'arrière en Haute-Saône. Et pour retrouver les forces et aider aux travaux défensifs en Alsace. Le bataillon y resta jusqu'au 17 mai, date de son départ pour le front. Le moment choisi pour sa défection, peut-être elle fut possible parce qu'il était, disons, au repos. Alors, nous ignorons les raisons qui le poussèrent à accomplir cet acte irréparable. Peut-être la discipline était devenue insupportable. Peut-être il avait la crainte de passer en cour martiale après une altercation avec un gradé, et les sanctions étaient assez expéditives à cette époque. Angoisse, dépression, sentiment d'éloignement, bref, ce qui ressemble à un mal du pays. Après avoir subi toutes les fatigues et affronté les pires dangers, il avait eu l'irrésistible impression que ce conflit ne le concernait plus. Il aspirait à retrouver une vie normale auprès des siens qui le réclamaient. Sa famille vivait dans l'angoisse, bien sûr, comme toutes les familles du passage du facteur, porteur d'une mauvaise nouvelle. Aussi, il fit l'impossible pour regagner son foyer, ce qui était d'une inconscience totale. Têtu, inconscient de la gravité de l'acte qu'il commettait, surtout par temps de guerre, déserteur résiduiste, puisqu'il abandonna son unité à 2 reprises en 5 mois, Jarriche était ému par l'idée devenue obsessionnelle de tenter sa chance, sans trop se soucier des conséquences. Or, c'était pure folie pour ce soldat, dénué de laisser-passer délivré par l'autorité supérieure, que de retourner chez lui à Chamboulive. Toute personne raisonnable en fuite et se sachant recherchée aurait évité de commettre une erreur aussi absurde. Peut-être que Jarriche souffrait de ce que l'on appelait alors l'obusite, en anglais shell shock, littéralement choc d'obus. Certains sujets à personnalité fragile développaient des troubles neurologiques ou psychiques après avoir frôlé la mort. Loin des combats, les médecins anglais et italiens préconisaient comme remède le repos complet loin des combats, voire le renvoi des patients dans leur foyer, dès que le pire de la crise était passé, afin de retrouver leur santé. Mais leurs confrères français étaient mal préparés à déceler ces pathologies encore inconnues. Ils soupçonnaient bien sûr ces hommes de simuler la folie pour échapper à la guerre. Dès lors, ces soldats à la santé mentale défaillante devenaient passibles des sanctions prévues par le code de justice militaire. Alors, prenons par exemple les autres déserteurs. Les autres déserteurs essayaient de ne pas se faire prendre, ne pas, par exemple, rentrer chez eux. Par exemple, Géraudy de Saint-Martial de Gimel des Cascades, lui, eh bien, il était entré en clandestinité et tout simplement il se cachait, il prenait toutes les précautions pour
ne pas être pris. C'était ton problème. Alors, nous sommes à une période aussi où les gendarmes ne sont pas forcément toujours bénis par la troupe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes, pas deux sortes, mais enfin, il y a des gendarmes comme le brigadier de Seillac qui s'occupe des déserteurs essentiellement, quoi, et il y en a d'autres qui sont sur le front pour empêcher les soldats de se tirer vers l'arrière, quoi, tout simplement. Et alors donc, là, ils n'étaient pas aimés, forcément, parce qu'ils étaient considérés aussi comme des planqués, quoi. Et les soldats, les poilus, ils considéraient qu'ils avaient assez de risques vis-à-vis de l'ennemi, c'est-à-dire des Allemands, des proches, et donc ils n'avaient pas besoin que quelqu'un les empêche de respirer vers l'arrière, quoi. Alors, bon, il y avait beaucoup de remarques vis-à-vis de ces gendarmes, et en particulier, parlons un peu de Céline. Céline, peut-être, c'est pas une référence. Néanmoins, quand il donne la parole à Bardamu dans, disons, son bouquin, il explique que là, je vais essayer de retrouver mon texte, là, je vais faire toujours. Hein. Alors, il explique que la scène qu'il va décrire se passe 4 semaines après le début de la guerre. Et voilà ce que dit Bardamu. C'est à partir de ce mois-là qu'on a commencé à fusiller les troupiers pour leur remonter le moral, pour la rescouade, et que le gendarme s'est mis à être cité à l'ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre, lui, la profonde, la vraie de vraie. Bon, puisque je suis avec des littéraires, disons, je vais me reporter à la description dans les Croix de bois de l'exécution d'un fusilier pour l'exemple, aussi là-bas, et c'est le Verrier du Crou, qui a passé 48 heures sous les bombardements et qui à un moment donné se replie à l'arrière, et avec bien sûr ses armes, et son supérieur du moment de là le renvoie sur le front. Malheureusement, un rapport est fait et le général estime qu'il faut absolument un exemple et qu'il doit être fusillé. Autrement dit, la première fois où Jarige a été retourné vers le front, il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Alors là, on ne comprend pas. Et avec des circonstances atténuantes. Il fallait bien sans doute que les gens qui l'avaient jugé, parce que d'habitude, ça ne se faisait pas comme ça. Lorsque vous passiez devant le conseil de guerre, en principe, on n'en échappait pas, quoi. Et alors lui, une première fois, il en avait échappé. Et donc, la deuxième fois, c'était encore plus grave. Et donc, il est vraiment possible qu'il était déjà atteint mentalement. Alors, l'arrestation, comment elle s'est faite là, d'après le rapport de lieutenant-gendarmerie. Alors, donc le 8 mai 17, vers 16h, les gendarmes temporaires, Vinatier et Lalu de la brigade de Seillac, de service à la foire de Chamboulive, étaient prévenus par le maire de cette localité que le soldat Jarige, Louis, déjà arrêté comme déserteur, était de retour chez lui à Vernéjoux, hameau de la commune de Chamboulive, et qu'il venait d'en aviser téléphoniquement leur chef de brigade.
Celui-ci, le brigadier Dutheil, arrivé quelques instants plus tard, etc. Arrivé sur les lieux, à 19 h, est prévenu par un conseiller municipal que Jarige était en possession d'un fusil modèle 1886 et de nombreuses cartouches et avait formellement manifesté l'intention de s'en servir contre ceux qui voulaient l'arrêter. Il se bornait à exercer pendant la nuit une surveillance aux abords de sa demeure. Il savait d'ailleurs que ce déserteur, lors de sa première arrestation, a motivé la situation à l'ordre de la Légion du 1er avril 1917. C'était réellement un malfaiteur dangereux. Alors donc, là, c'est à partir de là que commence la stigmatisation de ce déserteur dit meurtrier. Et alors, donc, on s'attend normalement à ce qu'il passe devant un conseil de guerre. Et ce n'est pas ce qu'il se passe. Parce que, bon, les autorités militaires se rendent compte qu'il n'est pas dans son état normal et qu'il n'a rien à faire en prison, mais qu'il faut le mettre dans un hôpital psychiatrique. Et alors, il se retrouve à Nouja, qui est l'hôpital psychiatrique de Limoges. Alors, tous les documents qu'a recherché Gilles, là, de ces documents, il ressort qu'il a même été, il a été réformé à 100%, il a il a été autorisé à percevoir, disons, la retraite du combattant. Son épouse a obtenu les avantages de veuve de combattant et ses enfants étaient des pupilles de la nation. Autrement dit, la justice militaire lui avait rendu hommage. Et avait constaté qu'il n'était pas considéré comme, disons, un coupable. Mais ça n'a pas empêché que la stigmatisation continue. Et à partir de ce moment-là, on a essayé d'oublier ce qui s'était passé. Alors il y a différentes rumeurs qui ont circulé. Bon, il avait tué un gendarme, il avait tué un facteur, il avait été fusillé, il était, et même il n'y a pas très longtemps, la famille m'avait dit, il a disparu sur le front. Alors, il a été porté disparu sur le front. Or, Jarige avait été, à la suite de sa blessure, avait été amputé du bras droit. Et alors, pour qu'on voit sur le front quelqu'un avec un bras en moins, surtout le bras droit, c'est pas toujours évident. Hein. Alors, mais n'empêche que un non coupable, quelqu'un de blanchi par la justice militaire, en gros, eh bien, il a été stigmatisé plus que toute son existence, quoi, puisque finalement, après, une fois qu'il a été mort, on a essayé de ne plus en parler. Parce qu'il faut aussi penser au climat de cette époque dont je vous ai parlé. Eh bien, il y avait... j'ai eu même cette réaction, mais si tout le monde avait fait comme ça, hein, alors donc, ça irait pas, quoi, parce que parce qu'il voulait revenir chez lui, c'était peut-être compréhensible, mais enfin, il fallait qu'il fasse d'abord son devoir, quoi. Et il ne l'avait pas fait, quoi, d'après le climat du moment, quoi. Alors, là, la question qui va se poser, on reviendra après, mais je ne voudrais pas monopoliser trop la parole, et j'en reprendrai peut-être, c'est que une fois qu'il a été là-bas, bon, personne plus a eu de renseignements précis sur lui, et maintenant, notre
mon ami Chalot, qui était plus ou moins parent avec lui, et qui voulait avoir des renseignements sur sa mort, et qui n'en a pas trouvé à la mairie de Chamboulive, eh bien, Gilles s'est rendu compte que là, il avait eu son acte de décès à la mairie de Chamboulive, mais que, pour diverses raisons, le décès n'avait pas été transmis à la mairie de son lieu de résidence, où il aurait dû être transmis. Donc, son existence était niée en quelque sorte. Alors, aussi, la question se pose de son absence sur le monument aux morts de Chamboulive, qui est sa commune de résidence, et ou d'Écurie, qui est sa commune de naissance. Alors là, normalement, à cette époque-là, pour être sur, même peut-être toujours, je crois que c'est la même chose, pour être sur le monument mort, il faut être déclaré mort pour la France. Alors, mais avec des nuances, puisque sur le monument aux morts de Seillac, il y a un mort pour la France qui est resté, disons, jusqu'en 2008, sans être sur le monument aux morts de Seillac. Or, seulement ce mort pour la France avait passé devant un conseil de guerre, avait été condamné à mort et avait été fusillé. Et donc, je pense que jusqu'en 2008, les municipalités qui se sont succédées à Seillac ont considéré qu'elles ne pouvaient pas mettre sur leur monument aux morts, même si sa place y était, quelqu'un qui avait été condamné à mort et fusillé. A contrario, il y a le plus jeune mort de la commune de Saint-Jal, Marsalé, qui finalement y figure sur le monument de Saint-Jal. Or, Marsalé a été condamné à mort pour avoir descendu le brigadier, c'est pas un brigadier d'ailleurs, c'était un soldat